Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Logique sociale. Série Études culturelles. Dirigé par Bruno Pequignot. Le champ des pratiques culturelles est devenu un enjeu essentiel de la vie sociale. Depuis de nombreuses années se sont développées des recherches importantes sur les agents sociaux et les institutions, comme sur les politiques qui définissent ce champ. Le monde anglo-saxon utilise pour les désigner l'expression Cultural Studies. Cette série publie des recherches et des études réalisées par des praticiens comme par des chercheurs, dans l'esprit général de la collection. Dernière parution. Mohamed FLITI, rappeur et institution publique en France. L'exemple du Havre, 2021. Eguzki Urteaga, la politique culturelle au Pays Basque, 2021. Georges Pillellegandl Euride, l'extraterrestre face au féminin masculin, 2021. Julien Ortega, Pandémie au cinéma, 1919 à 2019, un siècle d'anticipation, 2020. Alexandre Dimitri Vidal, Histoire vivante napoléonienne. Étude des reconstitueurs, 2020. Sandra Federici, l'entrance des auteurs africains dans le champ de la bande dessinée européenne de langue française, 1978 à 2016, 2019. Noël Jouen, Notes sur le vélo et la bicyclette. Regard ethnologique sur une pratique culturelle, 2019. Steph Pouch, Littérature urbaine et mémoire postcoloniale, 2019. Gabriel Segré, Frédéric Charles, Sociologie des pratiques musicales des collégiens et lycéens à l'ère numérique, 2016. Keira Belhadjziane, Le rap underground, un mythe actuel de la culture populaire, 2014. Louis Basco Dire, Construire son identité culturelle, 2014. Jean-Louis Favre, Une histoire populaire du 13e arrondissement de Paris. Mieux vivre ensemble, 2013. Remerciements. Ce livre est le fruit d'une suite de rencontres, et c'est fidèlement à leur chronologie que je tiens à adresser mes remerciements. Ils vont en tout premier lieu à mon ami Pascal Debris et à sa mère Emilia, qui m'ont fait découvrir en 2005 la Pologne, pays de leurs origines, lors d'un voyage fortuit. Sans eux, je ne serais pas tombée sous le charme de cet étonnant pays, dans lequel je me suis établie par la suite. Ils vont aussi à sa grand-mère, Krystyna Bajraszewska-Bryczkowska, qui m'accompagne depuis mes tout premiers balbutiements en langue polonaise, et qui continue à 87 ans à veiller à mon niveau de langue douloureusement acquis. Je souhaite ensuite exprimer ma gratitude à Sebastian Maas de l'ONG allemande Interculturel Netzwerke V, désormais Anne Rupin, et l'échec du DZIK de l'ONG polonaise MCSM, Wrocław, rencontré en 2008 à Berlin lors d'un stage de fin d'études. Ces deux professionnels de terrain m'ont depuis non seulement formé à la gestion de projets interculturels de jeunes, mais aussi sensibilisé à la complexité du dialogue franco-germano-polonais. Leur passion et leur engagement à un travail de proximité européenne a été contagieux. Toute ma gratitude va ensuite à Vincenzo Sichelli, qui a accepté de me recevoir en 2009 à Paris, pour lui présenter un projet de recherche encore à l'état d'ébauche, alors que, sorti du circuit universitaire, je découvrais ses travaux dans le domaine de la sociologie de la jeunesse. C'est lui qui m'a mise sur les rails de la recherche doctorale, dont cet ouvrage résulte, et m'a présenté à mon futur co-directeur de thèse de doctorat, Olivier Galland, que je remercie lui aussi vivement pour la confiance qu'il m'a accordée. C'est ensuite à Krystyna Gabrijelska que j'adresse mes remerciements, ayant œuvré à la mise en place d'une cotutelle de thèse entre l'Université Paris-Sorbonne et l'Université de Wrocław, alors qu'elle était directrice de l'Institut d'études romanes. Elle m'a remise entre les mains d'Elżbieta Biardzka, devenue quelques mois plus tard ma co-directrice de thèse, pour m'épauler solidement à toutes les étapes de la réalisation de cette étude. Je la remercie très chaleureusement. Je voudrais également exprimer ma grande reconnaissance à Jerzy Bartminski, dont les brillants travaux et idées ont modelé ce travail et qui, à la fin de cette thèse, m'a prise sous son aile fédératrice pour contribuer au vaste projet Eurojo. Mes remerciements vont encore à la traductrice Barbara Kuziak, sur laquelle j'ai pu compter, et compte toujours, pour perfectionner les traductions des textes polonais et m'éclairer sur certaines subtilités de la langue. Je remercie enfin ma famille pour son indéfectible soutien,
et plus particulièrement mes parents Sylvie et Pierre, relecteurs infatigables, ainsi que mon mari Slavek et mes 2 filles Inès et Eva. Préface. Par Jerzy Bartminski, Université Marie Curie Sklodowska de Lublin, Pologne. L'européanité, dans les yeux des jeunes Polonais. L'ouvrage intitulé Polonais, allemand, français et européen, qui se trouve entre les mains du lecteur, a été rédigé par Aline Vivian, jeune docteur diplômée à Paris et à Wrocław. Cette étude s'inscrit, de manière immédiate et audacieuse, dans la nouvelle imagologie nationale européenne, en présentant la perception des communautés occidentales, européennes, françaises et allemandes, du point de vue des peuples de l'Est, et plus particulièrement des jeunes Polonais qui ont aussi dressé leur autoportrait. L'auteur rend compte de résultats nouveaux et originaux tirés de ses propres recherches, menées auprès de la jeunesse polonaise en 2010 à 2011, quelques années après l'élargissement de l'Union européenne, en 2004, aux pays post-communistes d'Europe centrale. Les résultats se sont révélés surprenants, tant pour l'auteur que ses lecteurs, incluant d'ailleurs l'auteur de ces lignes. Car si l'existence d'une image très positive des Européens dans les yeux des Polonais n'a rien d'étonnant, il s'avère surprenant que les images des fondateurs de la Nouvelle Europe, ici les Allemands et les Français, diffèrent sensiblement in minus de la très haute référence européenne conçue par les Polonais. Et pourtant dans la présente confrontation internationale des Français, Allemands, Polonais et Européens, les plus Européens s'avèrent ici être les Polonais. Les caractéristiques communes des Européens et des Polonais sont, selon les répondants, la créativité et l'intelligence, l'attachement à la tradition, la capacité à s'unir, avec l'entraide et la solidarité, un caractère amical et une fascination pour l'Amérique. Selon les enquêtés, les Européens détiennent moins de traits communs avec les Français qu'avec les Polonais. Le libéralisme, le mode de vie, la richesse culturelle, un caractère amical et la distance envers la religion, et moins encore avec les Allemands, l'amour des voyages et le dynamisme économique. On peut féliciter les jeunes Polonais pour leur bonne opinion d'eux-mêmes. Ces résultats constituent une nouveauté significative. Quand dans les années 90 du siècle dernier, en 1993, j'ai mené des recherches similaires auprès d'étudiants polonais et allemands, les jeunes Polonais parlaient d'eux-mêmes d'une manière très autocritique, se décrivant bien plus négativement que ne le faisait leur père allemand. Les écrivains polonais ont également brossé un tableau noir de leurs compatriotes dans les années 1990. À quoi ressemble un Polonais dans la prose de la dernière décennie ? Un cochon, un vaurien, un menteur, un tricheur, un poseur, un filou, un resquilleur, un sombre scélérat, un homme avide, calculateur et vorace. C'est ce que semble être le Polonais représenté. Le héros le plus courant de la prose au tournant des années 1980 et 1990, immoral, inauthentique et intéressé jusqu'à la moelle, écrivait Przemysław Czaplinski, remarquable critique littéraire. Il semble donc que l'adhésion à l'Union européenne ait entraîné des changements favorables à la fois en termes d'estime de soi, et peut-être, en termes de conditions générales dans lesquelles se trouve la société polonaise. Mais ce n'est pas la seule, ni même peut-être la plus grande, matière à satisfaction pour la partie polonaise. Une autre vient aussi des nombreuses références de l'auteur aux réalisations de l'école polonaise d'ethnolinguistique cognitive, qui demeure à ma connaissance, totalement inconnue en France. Ayant lu avec un grand intérêt cognitif et un réel plaisir la thèse de doctorat d'Aline Vivian, à la source du présent ouvrage, j'ai accepté la proposition d'écrire la préface de ce livre, et ce d'autant plus volontiers que j'ai eu la chance de faire sa connaissance dans le passé, en faisant un rapport de son excellente thèse de doctorat, puis en éditant le volume maison, d'Homme du lexique axiologique des Slaves et de leurs voisins. Lexikon axiologiczny Slowian i Ich Sasiadów, 2015, dans lequel Aline Vivian et Elżbieta Skibinska ont établi l'image linguistique et culturelle de la maison française. Dans cette étude bien documentée, les auteurs ont appliqué l'ensemble de la méthode développée par les ethnolinguistes polonais, système questionnaire-texte. En 2018, Aline Vivian a également publié dans les pages du journal annuel de Lublin, Ethnolinguistique. Problème de la langue et de la culture, Ethnolinguistica. Problemi języka i kultury, un article sur la perception des Européens par les jeunes Polonais, et en 2019, elle a participé à une conférence à Cracovie organisée par l'Académie polonaise des arts et des sciences,
Polska Akademia Umiejętności, sur le sujet du patriotisme en Europe. Elle a traité de la patrie en langue française en se basant sur des données journalistiques contemporaines. Très à l'aise dans l'espace linguistique franco-polonais, elle a contribué aux activités du séminaire international EUR-OJOS, dans le cadre duquel ont été compilés et publiés en 2015 à 2019 les volumes intitulés Maison d'Homme, Travail, Prasa, Europe, Europa, Liberté, Wolnosque et Honneur, Honor, et qui travaillent au volume suivant. Patrie, OJCZYZNA, Patriotisme, PATRIOTYZM, Santé, ZDROWI, âme, DUSZA, Famille, RODZINA, Démocratie, DEMOKRACJA, etc. Le sous-titre de ce livre, au travers de l'expression « étude ethnolinguistique », peut évoquer au lecteur français des recherches sur la tradition populaire et les langues des minorités ethniques. Mais il n'en est rien. Le sujet de l'étude est celui de la jeune intelligentsia polonaise, de la génération des 18 à 25 ans, participant déjà à la vie culturelle et sociale nationale, mais pas encore à la vie professionnelle, une génération qui a terminé école et études dans le système réformé suite à la chute du communisme en 1989, tout en bénéficiant des libertés civiles retrouvées et de l'ouverture des frontières européennes. Ce groupe social peut-il être considéré comme représentatif de l'ensemble de la population, de la société? Beaucoup le croient. L'auteur se réfère au sociologue Bernard Roudet, selon lequel les attitudes des jeunes apparaissent comme un miroir grossissant des positions de la société tout entière, un baromètre sensible de l'état de l'opinion et de la société. Et en même temps, comme l'écrivaient Norman Ryder et Olivier Galland, elle rappelle que c'est bien chez les jeunes adultes que se concentre le potentiel de changement social. L'assertion surprenante et inattendue de l'auteur selon laquelle cette étude se situe dans le champ même de l'ethnolinguistique cognitive, telle que définie par l'école de Lublin, m'a conduit à m'interroger sur le bien-fondé de ses propos. Après lecture de ce travail, je peux dire qu'Aline Vivian montre une excellente compréhension des hypothèses et postulats de cette école, tout en percevant la convergence de ses idées principales avec le cognitivisme américain. L'immersion de la langue dans la culture, son caractère non autonome, la thèse selon laquelle la langue est un monde de conceptualisation et d'interprétation. Elle souligne également l'indépendance notable de l'ethnolinguistique de Lublin, ainsi qu'un certain parallélisme avec les travaux des cognitivistes américains, rappelant d'ailleurs que le cahier d'essai, Dictionnaire des stéréotypes et symboles populaires, Słownik stereotypów i symboli ludowych, considéré comme le manifeste de l'École de Lublin, est apparu en 1980, avant les publications révolutionnaires de Ronald Langacker, 1987, ou de Georges Lakoff, 1987. La différence la plus importante, à son avis, est que la grammaire cognitive américaine examine la relation langue-culture en relation avec le sujet parlant en tant qu'individu, alors que l'ethnolinguistique de Lublin examine cette relation en rapport à la communauté, en s'interrogeant sur une image du monde culturellement établie. Cependant, la thèse d'Aline Vivian correspond-elle vraiment aux hypothèses de l'ethnolinguistique de Lublin? Oui, à certains égards, non à d'autres. Oui, quand elle se concentre sur la reconstruction de l'image du monde du point de vue du sujet étudié, quand elle regroupe des caractéristiques selon des aspects distincts, en ajustant cependant leur compréhension aux définitions données par le Trésor de la langue française, oui encore quand elle établit avec finesse des définitions cognitives et qu'elle réalise avec précision et élégance des résumés statistiques des résultats d'enquête, ou qu'elle présente clairement ces résultats au moyen de supports graphiques. Mais en même temps, elle traite de manière critique et sélective les postulats de l'école d'ethnolinguistique de Lublin et les modifie. Le présent ouvrage se concentre sur la méthode d'enquête, qui est certes importante pour les ethnolinguistes, mais que ces derniers prennent soin de compléter d'une étude des données systémiques, de nature rigide, ainsi que des données textuelles. L'auteur introduit également quelques modifications et innovations significatives, qui, je l'admets, sont réussies. Par exemple, parmi les divers types de questionnaires utilisés dans les travaux d'auteurs polonais, elle en retient un modèle, qui induit l'évaluation des réponses par le répondant lui-même, en français, j'apprécie que X, et je n'apprécie pas que X. Son choix s'est porté sur le modèle NB inventé par ma très talentueuse étudiante Jolanta Urban, diplômée en 1993,
qui selon Aline Vivian présente l'avantage de se concentrer sur l'évaluation faite par le répondant lui-même et non sur celle établie ex post par le chercheur. Cette démarche facilite une interprétation sans ambiguïté des résultats, tout en éliminant les caractéristiques descriptives neutres, pouvant être émotionnellement indifférentes pour les répondants. Aline Vivian regroupe les données collectées, les déclarations des répondants selon un certain nombre d'aspects sur le modèle du volume collectif lublinois, Langue, valeurs, politique, Jezik Wartości Polityka, publié en 2006. Cependant, elle effectue une évaluation critique des solutions adoptées par les chercheurs polonais, conduisant à une réduction du nombre d'aspects passant de 17 à 10, ainsi qu'à leur réinterprétation sur la base de définitions figurant dans le TLF. Elle distingue les aspects psychologiques, culturels, sociaux, géographiques, associés à l'aspect économique, psychosocial, politique, physique, associés à l'aspect esthétique, historique et religieux. Elle identifie de surcroît comme aspect pertinent le rapport à l'altérité et renonce enfin aux aspects biologiques, national, militaire, éthique et à l'aspect N, qui comprend les expressions dites supérieures aux non analysées d'un point de vue sémantique. Je considère ces deux innovations, réduction et redéfinition, comme réussies. Indépendamment d'une certaine dose de subjectivité inévitable dans le rattachement de chaque caractéristique à des aspects spécifiques, cette procédure aboutit à la clarté de la description. Son utilisation constante par la chercheuse a garanti ce succès. Une telle conséquence a été démontrée par l'auteur. Mais cette dernière va plus loin, en enrichissant les instruments ethnolinguistiques de l'école d'ethnolinguistique de Lublin, en empruntant aux sociologues le concept d'analyse factorielle. Il convient de commenter les doutes soulevés par certains linguistes quant au nombre de répondants qui devrait, selon eux, être assez élevé. Bien sûr, plus l'échantillon est grand, mieux c'est, mais la vraie question est: à partir de quel seuil le nombre de répondants est-il suffisant? À la question: peut-on se satisfaire d'un nombre de 137 personnes dont les réponses sont à la base même de l'étude menée par l'auteur? On peut répondre que les respectés chercheurs qui ont travaillé sur les stéréotypes nationaux, aux États-Unis Katz et Brally, 1933, et en Allemagne, Sodi et Bergius, 1953, se sont limités dans les leurs à 100 répondants, et à leur suite, les auteurs du rapport de Lublin évoqué plus haut, Langue, valeurs, politique, Jezik Wartości Polityka. J'ajouterai aussi que les enquêtes de Lublin ont été menées 3 fois à des intervalles de 10 ans, en 1990, en 2000 et en 2010, et que ces enquêtes de 100 personnes ont apporté des résultats très similaires. Je note encore une modification de l'auteur. Dans les études de Lublin, depuis la publication de l'article sur le stéréotype de l'allemand, 1994, et de la mère, 1998, la distinction entre typique et vrai a été systématiquement introduite comme culturellement pertinente quand il est question de stéréotypes. Le modificateur typique nous rapproche d'une moyenne statistique, tel qu'il est. Le modificateur vrai introduit un élément de subjectivation obligatoire, non seulement tel qu'il est selon le locuteur, mais aussi tel qu'il doit être. Dans le discours public en Pologne au cours des dernières décennies, le concept de vrai polonais joue un rôle très important, bien que peu glorieux, car il sert les divisions sociales et la pratique d'exclusion de ceux qui ne sont pas inclus parmi les vrais représentants du groupe. C'est probablement pour cette raison que l'auteur a renoncé à distinguer les vrais représentants, se contentant tout comme les sociologues d'utiliser la catégorie proche, mais pas identique, des représentants typiques. Pour résumer, cet ouvrage d'Aline Vivian apporte sans aucun doute une contribution significative à la recherche internationale sur les stéréotypes dans l'Europe contemporaine. Elle fournit des observations empiriques nouvelles, fraîches et surprenantes, basées sur ses propres recherches et présentées sous une forme claire et attractive. Il apporte également une contribution précieuse à la coopération scientifique franco-polonaise en introduisant au lecteur occidental le programme de recherche de l'ethnolinguistique cognitive polonaise. Jerzy Bartminski. Première partie. ETHNOLINGUISTIQUE cognitive et représentation nationale. Chapitre 1 L'ethnolinguistique cognitive de Lublin, un courant propre aux recherches slaves. 1.1 Origine de l'ethnolinguistique cognitive de Lublin. L'ethnolinguistique cognitive de Lublin, ou ECL, du polonais Lubelska etnolinguistika kognitywna,
appelée également ethnolinguistique polonaise Polska etnolinguistika, trouve ses origines dans le courant de la linguistique cognitive, lui-même enraciné dans les sciences cognitives contemporaines Bartminski 2019. Ces dernières se sont développées dans les années 60 à 70, notamment au travers d'études portant sur le processus de catégorisation, mais aussi de courants plus anciens tels que la psychologie de la forme Evans 2007. De manière générale, la linguistique cognitive, tout comme le fera ensuite l'ECL, s'intéresse au lien entre la langue, la pensée et l'expérience psychosociale, considérées comme inséparables. Dans les années 80, originaires de la côte ouest des États-Unis, les premiers chercheurs à s'inscrire dans ce courant, appelé également grammaire cognitive, prirent pour objectif de dépasser les approches formelles de la langue qu'ils jugeaient décevantes, Lakoff 1987, Langacker 1987, Talmy un 988A et un 988B. Dans les années 80, ce courant a aussi éveillé l'intérêt des chercheurs européens, essentiellement en Belgique, en Hollande et en Allemagne. Puis, au début des années 90, un développement massif de ces recherches s'est produit en Europe et aux États-Unis, mené par des chercheurs se désignant eux-mêmes comme des linguistes cognitifs. Dans les années 1989 à 1990 naquirent aussi l'Association internationale de linguistique cognitive, The International Cognitive Linguistics Society, et le journal Cognitive Linguistics. Ce furent, d'après Ronald Langacker, les marqueurs de la naissance de la linguistique cognitive en tant que mouvement intellectuel conscient et largement établi. Depuis, la linguistique cognitive est un courant de recherche particulièrement hétérogène et complexe, qui se développe de façon extrêmement dynamique dans des contextes de recherche variés, où s'entremêlent des positions et des débats scientifiques très différents, Fuchs 2004. L'ECL a retenu 3 axes théoriques fondamentaux du courant cognitiviste. Le rôle de l'environnement. Les linguistes cognitivistes mettent en avant la coexistence de la société et de langues, modelée par les sujets parlants et leur culture. Le postulat que l'environnement linguistique influence considérablement la langue est également adopté par les linguistes se réclamant de l'ECL. Le caractère non autonome de la langue. Conditionnée par son environnement, la langue ne peut être envisagée comme un système autonome. La linguistique cognitive se base sur cette idée que la faculté linguistique trouve des liens directs avec nos facultés cognitives et notre connaissance du monde. En considérant que le langage est une partie intégrante de la cognition humaine, Langacker 1987/11, elle se place sous la dépendance d'une science cognitive, Rastier 1993/161. Il existerait des mécanismes cognitifs généraux communs au langage, à la perception et à l'action. La catégorisation linguistique est considérée comme parallèle à la catégorisation humaine dans d'autres domaines de la cognition, Van de Loise 1991/83. Le langage serait à la fois un produit et un instrument de la pensée et de la connaissance, Rastier 1993/162, un outil conceptuel qui doit être non pas étudié de façon autonome, mais considéré par rapport à sa fonction cognitive, interpréter, ordonner, fixer et exprimer l'expérience humaine, Gerhardt 1991/27. Cette idée d'autonomie de la langue, également mise en avant en ethnolinguistique, est développée au travers de la notion de relativité linguistique. La conceptualisation de la réalité, au moyen de la langue. En considérant que la langue n'est pas autonome, la sémantique va donc prendre un rôle fondamental en linguistique cognitive, où le sens est identifié à des représentations, voire à des concepts. Rastier 1993/162. Le langage est appréhendé comme un instrument de conceptualisation du monde, comprise comme un processus de construction du sens, Evans 2007/38. Nous nous pencherons sur le traitement de cette idée de conceptualisation de la réalité au moyen de la langue en ethnolinguistique polonaise, appelée représentation ou image linguistique de la réalité, Jejkowi obraz świata. 1.2 Une variété de données empiriques. L'école ethnolinguistique de Lublin, centre universitaire de Pologne orientale, est une école aux ambitions très larges. Ces chercheurs s'efforcent d'aller au plus proche des sujets parlants,
afin de saisir la manière dont ils conceptualisent la réalité extralinguistique par le prisme de leur langue. Ainsi, les recherches de Jerzy Bartminski sur les variantes de la langue populaire polonaise, motivées par une véritable passion pour la culture populaire contemporaine, sont à l'origine des travaux de cette école. Bartminski 1973, 1980, 1985, 1994, 1996, 2006 2012a. Le linguiste a dès le début de ses recherches investi un nombre considérable de données. Il s'est intéressé aux variantes de la langue polonaise dans les textes poétiques folkloriques, en associant des descriptions d'ordre dialectologique, stylistique, phonétique, morphologique, lexical ainsi que syntaxique. Bartminski 1973. Il a ensuite investi un panel de supports empiriques tout aussi variés. Des conversations, des narrations et des histoires au sujet de la vie et du travail, des interviews de locuteurs ruraux, des chansons, des contes, des proverbes et de la poésie populaire. Bartminski 1989, 1990b, 1990c, 2003b, 2012a. Bartminski et Nibregowska 1994. Comme le formule Janusz Anusiewicz, 1994, des linguistes polonais se sont plongés dans ce vaste terrain d'enquête et ont pris avec lui pour objectif de sortir des sentiers battus, d'explorer les relations qui existent entre la langue populaire et la culture populaire, le folklore, et non plus entre la langue littéraire et la culture générale, ainsi qu'en attestent les 31 numéros de la revue ethnolinguistique, Ethnolinguistica, publié à Lublin sous la direction de Bartminski entre 1988 et 2019. 1.3 Entre postulat cognitiviste et ethnolinguistique. Par son approche, l'ECL revendique son appartenance au courant cognitif, Dabrowska et Anusiewicz 2000, Tokarski 1997-1998. Comme nous venons de le voir, elle trouve des liens étroits avec la grammaire cognitive développée aux États-Unis à la fin du XXe siècle, Lakoff et Johnson 1980, Lakoff 1987, Langacker 1987, Talmy 2000, Taylor 2002. Les deux courants de recherche partagent un même regard critique sur la pensée structuraliste qui s'imposait jusqu'alors en linguistique depuis Ferdinand de Saussure, 1916, et qui, en considérant le langage comme une faculté autonome de l'esprit, l'isolait de son contexte psychologique, social et culturel. Bartminski, tout autant que Langacker, a développé une approche holistique de la signification, qui ne peut être restreinte à des caractéristiques objectives, nécessaires et suffisantes, en s'intéressant à la conceptualisation de la réalité extralinguistique au moyen de la langue. Selon la grammaire cognitive et l'ECL, la signification n'est pas identifiée à des concepts statiques mais à la conceptualisation, un processus cognitif dynamique comprenant une dimension temporelle. Quoique les interactions sociales jouent un rôle prépondérant dans leur développement, la signification relève avant tout de l'individu, du sujet parlant qui conceptualise le monde. Aussi l'étude de la signification ne peut se limiter aux définitions figées des dictionnaires. C'est pourquoi Jörg Zinken 2004 a proposé en langue anglaise l'expression ethnolinguistique cognitive, Cognitive Ethnolinguistics, suivie en langue polonaise par Lidia Nepop-Hdacic 2007, Ethnolinguistika Kognitywna, pour désigner ce mouvement scientifique très prolifique dans les pays slaves et plus particulièrement en Pologne. L'association des termes ethnolinguistique et cognitive met en avant la similitude, voire la convergence, entre l'entreprise de la linguistique cognitive et les recherches ethnolinguistiques menées par Bartminski et ses pairs. Nous choisissons cependant l'appellation ethnolinguistique cognitive de Lublin, ou ECL, pour mettre en avant l'origine et la spécificité culturelle de ce courant, sans nier pour autant sa popularité dans les pays d'Europe centrale et orientale. L'ECL a par ailleurs choisi de se développer d'une façon relativement indépendante de la grammaire cognitive. Si la linguistique cognitive anglo-américaine se concentre sur le développement des théories et la reconstruction de processus sémantiques opérationnels et universels, l'ECL est orienté vers la description du monde réel par les locuteurs d'une langue donnée. Comme l'explique Arkadiusz Koselak, la linguistique cognitive anglo-américaine et l'ECL diffèrent en fait par leur objet d'investigation. Tandis que la linguistique cognitive essaie d'établir les mécanismes et les schémas qui sous-tendent le fonctionnement linguistique et donc le fonctionnement mental,
l'école ethnolinguistique polonaise cherche à établir les définitions cognitives telles qu'elles sont construites dans l'esprit des locuteurs, Koselak 2007. Autrement dit, la linguistique cognitive privilégie comme objet d'étude le comme de la conceptualisation, alors que l'ethnolinguistique polonaise cherche à comprendre davantage le quoi, le produit même de la conceptualisation. Elle s'intéresse à l'objet statique de la conceptualisation, c'est-à-dire à la signification accordée à des unités lexicales à un moment donné, par une communauté de locuteurs donnés, plutôt qu'à ces processus, Makiewicz 1999/23. En prenant pour objet d'étude cet objet statique, la manière dont les locuteurs d'une langue comprennent les mots, les ethnolinguistes s'efforcent de découvrir des définitions et schémas cognitifs auxquels les locuteurs d'une langue ont recours. Ils sont en quête du sens des mots tacitement admis par une communauté linguistique donnée, à un moment de son histoire. La démarche de l'ECL est en ce sens une démarche originale. Elle associe aux postulats cognitivistes universalistes des postulats relativistes propres au courant ethnolinguistique, qui seront développés dans la partie suivante. 1.4 L'effondrement des régimes communistes, à l'origine d'une nouvelle approche de la langue. L'expérience d'un régime politique totalitaire fut à l'origine d'une profonde réflexion scientifique sur les aspects sociaux et culturels de la langue, en Europe centrale et orientale. Les citoyens des anciens pays communistes ont fait l'expérience d'un nouveau parler au service de la propagande, accompagné d'une réalité politique et sociale difficile. La langue utilisée dans la sphère politique et publique, contrôlée par la censure et ressentie comme hypocrite et falsifiée, fut dissociée de la langue utilisée dans la sphère privée. Bartminski 2010 C13. Cette dissociation a entraîné par la suite, chez les Polonais comme chez leurs voisins, une baisse de confiance en la langue en tant que moyen de communication. 2010 C14. Lors de l'effondrement des régimes communistes, Bartminski a recensé des publications très similaires sur ce sujet en Pologne, listées dans Bartminski 1990 et en Russie, voir Serebrennikov et al. 1988. Des projets de recherche ont débuté dans les années 80, avec l'intention de reconsidérer les problèmes des fonctions sociales du langage ainsi que les liens entre le langage, les gens et la réalité, mais aussi d'examiner la diversité des styles et des genres dans le discours public. Il s'agissait de découvrir la base linguistique d'une représentation du monde nourrie par une société ou des systèmes de valeurs, qu'ils soient sincèrement professés ou bien simplement déclarés. Bartminski 2012a, 7. Après la chute de l'Union soviétique et du bloc de l'Est, quand les aspirations à la dépendance ont commencé à se matérialiser, Bartminski a constaté un regain d'intérêt pour le rôle du langage dans la création et dans l'expression, ainsi que pour l'identité des nations et des groupes régionaux ou locaux. Si l'ECL trouve sa source dans l'ethnolinguistique initiée avec Humboldt en Europe occidentale, puis développée avec Boa, Sapir et Whorf aux États-Unis, elle opte pour des problématiques nouvelles dans un contexte communiste et post-communiste européen. Elle réalise un programme de recherche fondé sur la description des liens que la langue possède avec l'histoire nationale et la vie sociale. Bartminski insiste aussi sur la place qui occupe l'exploration des spécificités culturelles de la communauté linguistique envisagée. L'ECL étudie les aspects culturels de la langue, elle se penche davantage sur la culture dans la langue que la langue dans la culture. Elle dérive, selon lui, directement de la dialectologie, de l'étude du folklore et de l'ethnographie, mais elle se réfère aussi à des courants de la linguistique contemporaine, comme la sociolinguistique, la psycholinguistique, le cognitivisme, tout en ne s'identifiant à aucun d'eux. Elle utilise de plus les apports de la sémantique et de la sémiotique. Elle prendrait finalement un caractère de linguistique anthropologique et culturelle. Bartminski 2005/9. 1.5 Axe de recherche cognitif et composantes sociologiques. Comme nous l'avons signalé précédemment, le développement théorique de l'ethnolinguistique cognitive se concentre autour de trois axes issus de la linguistique cognitive: la langue et son environnement, la relativité linguistique et la représentation linguistique de la réalité, RE accent aigu approprié par l'ECL. La composante sociologique de l'ECL est aussi considérable. Langue et environnement. Les ethnolinguistes cognitifs considèrent la langue comme la propriété de tous, un bien commun par lequel il est possible d'atteindre des buts individuels ou communautaires.
Comme l'affirme Bartminski, 2010 C14, la langue permet à l'homme d'intercepter dans son entourage un ensemble de modèles de comportement et de savoir partagés. Elle l'accompagne dans son développement individuel, dans les exercices de la pensée, dans l'expression de ses émotions et de ses positions. La langue consolide ses expériences vitales et lui permet de les transmettre aux autres. La langue crée une communauté humaine, la modèle et la maintient. En constituant l'environnement dans lequel nous grandissons, nous évoluons, nous coopérons avec les autres et que nous modelons par notre action, la langue, bien commun, exerce une fonction humanisante et socialisante. Bartminski 2010 C14. Dans l'approche ethnolinguistique, le lien entre langue et culture est considéré comme très étroit. Bartminski propose en polonais comme équivalent à l'expression ethnolinguistique cognitive les termes linguistique culturelle, linguistika kulturowa, dans de récentes publications de 018C 2019. L'étymologie du mot français ethnolinguistique met aussi en avant ce lien entre langue et culture. Si le substantif linguistique signifie la science qui a pour objet l'étude du langage, des langues envisagées comme systèmes sous leurs aspects phonologiques, syntaxiques, lexicaux et sémantiques, TLFI 2003, le préfixe ethno, du grec ancien ethnos, accent aigu thno, la nation, le pays, la tribu ou encore la famille, délimite cette étude aux langues des différents peuples, des différents groupes ethniques. Comme l'affirme Bartminski, le lien entre langue et culture est étroit, marqué par des interdépendances complexes, il est emmêlé dans un paradoxe de dépendance réciproque, 2010 C17. D'un côté, on peut dire que la langue fait partie de la culture, qu'elle est un système de signes, au même titre que la littérature, l'art, la religion, les coutumes, etc. Elle peut même être envisagée comme un système sémiotique primant sur les autres. Claude Lévi-Strauss définissait le langage comme la plus parfaite de toutes les manifestations d'ordre culturel, puisque l'art, la religion, le droit, etc. doivent être conçus comme des codes formés par l'articulation de signes, sur le modèle de la communication linguistique. D'après Charbonnier 1969. D'un autre côté, la langue conditionne en partie la culture. C'est principalement par la langue que les individus assimilent la culture du groupe auquel ils appartiennent. Sans la maîtrise d'une langue, il est aussi impossible de prendre part à la vie socioculturelle, y compris dans ses formes les plus simples. Bartminski 2010 C17. Édouard Sapir disait également que la perfection formelle de la langue, du langage, est une condition primordiale au développement de la culture et qu'elle constitue un préalable à toute étude culturelle et anthropologique, 1933 sur 155. Dans la langue, dans sa grammaire, son lexique et ses expressions idiomatiques, dans son système de genre et de style, et dans la signification de ses mots, les ethnolinguistes cognitifs recherchent les manifestations de la culture. La langue en tant qu'outil de communication présente des fonctions culturelles, Bartminski 2010 C20. C'est au moyen de la langue que s'exprime une philosophie, une religion, une science, une autorité ou que se fait la création littéraire. En tant que condition et produit de la culture, le langage va se pluraliser avec les individus, les contextes sociaux, économiques, régionaux ainsi que les rapports de pouvoir et les enjeux sociaux. Abdallah Pressey 1991 sur 307. D'après Anna Wierzbicka, la langue se présente même comme un monde culturel à part entière. Chaque langue est une fenêtre sur le monde, mais les vitres de cette fenêtre ne sont ni transparentes, ni dépourvues de motifs. Au contraire, chaque fenêtre a sa propre couleur et sa propre forme. Nous regardons le monde principalement par la fenêtre de notre langue maternelle. La langue ajoute des couleurs à notre perception et à notre connaissance du monde. Wierzbicka 1990 sur 71. En ce sens, les langues ne sont pas que des systèmes linguistiques différents. Elles se distinguent aussi les unes des autres en tant que monde culturel, vecteur d'une identité ethnique, ibidem. En appartenant à la sphère d'un ordre culturel spécifique, créé par une communauté d'hommes, la langue est un classificateur du monde. Une certaine représentation du monde, un savoir populaire et naïf sur les objets, les phénomènes et les relations, se trouve dans la langue, dans son vocabulaire et dans sa grammaire. Le système lexical avec ses mots regroupés dans des champs sémantiques, le système grammatical avec ses catégories de temps et d'aspect, notamment en langue polonaise, de genre et de nombre, sont dans l'esprit du locuteur l'effet d'un découpage de la réalité, de la catégorisation et de la caractérisation de ses composantes et de la détermination de liens entre elles.
Bartminski 2010 c. 21. Ce lien entre langue et culture n'est pas anodin, étant donné qu'elles partagent un ensemble considérable de caractéristiques. Elles ne relèvent pas d'un héritage biologique, mais elles sont au contraire transmises dans un environnement spécifique. Elles détiennent un caractère universel, sémiotique et hautement organisé. Ce sont des systèmes Bartminski 2010 c. 17, 2012a 11. Leur structure est d'ailleurs similaire, et Nikita Tolstoï va jusqu'à parler d'un isomorphisme structurel. Les langues peuvent être examinées avec des méthodes semblables et décrites avec les mêmes concepts, en termes de système et de réalisation, de modèles et de variantes, de relations paradigmatiques et syntagmatiques, d'opposition et d'équivalence, de texte, de conventions de genre, de style. Bartminski 2010 c. 18, 2012a 12. Bartminski perçoit aussi dans la langue polonaise la base de l'identité nationale. On peut certainement y voir l'influence de la tradition romantique polonaise, qui considère que le cœur même de la culture et de l'identité se trouve dans la langue. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.